Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler dans R des différents types de structures de données qui existent. Donc, les types qui existent sont vecteur, matrice, data frame, array et liste. Donc ici, je vais vous présenter vecteur et data frame, donc ce sont les types vraiment essentiels. Et ensuite, on parlera aussi des types de valeurs qui sont contenus dans ces types de structures de données. Donc les types de valeurs, donc on a des types numériques, donc avec soit des entiers, soit des nombres réels, soit des nombres complexes. On a également un type de logique et un type de chaîne de caractères. Donc dans un premier temps, on va parler du type de structure de données vecteur. Je vais créer un objet de type vecteur que je vais appeler vect et qui va contenir la liste des racines carrées des entiers de 0 jusqu'à 20. Vect égale sqrt, square root de 0, de point 20. Donc, mon objet vect est de type numérique, il contient 21 valeurs et je vois ici les valeurs rapprochées des premières valeurs. Si je veux voir sa valeur plus précisément, je tape vect, j'exécute et je vois ici les valeurs numériques avec davantage de décimales. Donc, on voit ici que les différentes valeurs sont indexées. Donc ici, première valeur, deuxième valeur, troisième valeur, quatrième valeur, cinquième valeur, sixième valeur. Deuxième ligne, je vois la septième valeur, d'où ici le 7. Je peux accéder à ces différentes valeurs de manière assez simple. Donc si je veux la 10e valeur, donc je tape vect entre crochets 10, run, et j'obtiens donc la 10e valeur, qui est 3. Je vais créer un autre vecteur qui va contenir les valeurs de 0 jusqu'à 10. Donc je le mets dans un vecteur qui s'appelle vect2 égale 0, 2.10. J'exécute et je vois ici que mon vecteur contient des valeurs qui sont des entiers. Donc, en type de numérique, c'est un type qui est légèrement différent de numérique. J'ai ma liste des 11 valeurs. Je peux aussi avoir des nombres complexes si je le souhaite. Donc, je vais le mettre dans un vecteur qui s'appelle vect3 égale, donc ma liste, eh bien, je vais mettre par exemple les nombres 2 plus 3i et 1 moins 5i. J'exécute et je vois un objet qui est de type complexe. Je peux aussi créer des variables qui sont de type logique, donc avec les valeurs true et false. Donc vect4 égale c entre parenthèses true, virgule, false, false et true. J'exécute et je vois ici les données qui sont de type logique. Je peux aussi créer un vecteur qui contient des données de type caractère. Donc je vais l'appeler vect5 égale c entre parenthèses. Donc par exemple bonjour, je mets le nombre 6, je mets le nombre complexe 6 plus 2i, et je mets le texte fin par exemple. Donc ici, c'est de type chaîne de caractères et j'ai 4 valeurs. Donc même si certaines sont des variables numériques, eh bien le type de vect5, c'est du type chaîne de caractères, puisque ça prend ce qui permet d'inclure l'ensemble des données. Alors je peux changer certains types de données. Donc par exemple ici, vect2 qui est de type entier, eh bien je peux le changer et le mettre en type numérique. Donc pour ça, eh bien vect2, je vais le convertir donc as.numérique
vect2. Donc ici, je prends les données de vect2, je les convertis en type numérique. J'exécute et ici, mes valeurs sont de type numérique pour vect2. Je peux de la même façon, mes données ici de vect4, les mettre en type entier. Donc vect4 égale us.integer vect4. Et de cette façon-là, mon vecteur 4 qui était true, false, false, true, vient d'être changé en 1, 0, 0, 1. C'est-à-dire que les valeurs true ont été remplacées par 1 et les valeurs false ont été remplacées par 0. Alors, vect2, je peux aussi le convertir en type logique. Donc, vect2 égale us.logical vect2. Que se passe-t-il? Eh bien, pour vect2, donc pour rappel, j'avais les entiers de 0 jusqu'à 10. 0 a été converti en false et toutes les autres valeurs ont été converties en true. Si là, je veux remettre vect2 en type entier, donc vect2 égale as.integer vect2, eh bien on voit que la valeur false a été convertie en 0 et toutes les valeurs true ont été converties en 1, ce qui veut dire que l'application de us.logical puis de us.integer ne permet pas de revenir à ce qu'on avait au départ. De la même façon, notre vecteur vect, si je le convertis en entier et que j'exécute, donc en fait, on a obtenu les parties entières de la racine carrée. Si je remets vect en type numérique, eh bien, vect est bien devenu de nouveau de type numérique, mais on n'a pas récupéré les décimales qu'on avait passées en utilisant us.integer. Alors, si on veut voir maintenant l'utilisation d'un objet de type DataFrame, c'est un type de tableau de données. Donc, il y a dans R déjà directement certaines variables qui contiennent des jeux de données. Donc, par exemple, un qui est très utilisé, c'est le jeu de données iris. Si j'exécute iris, donc si je tape iris ici, vous voyez un tableau qui contient donc pour des iris différentes données, donc des longueurs et des largeurs de sépales, des longueurs et des largeurs de pétales, et puis aussi des espèces. Si j'exécute iris, eh bien, je vois ici mon tableau de données qui apparaît. Je peux aussi stocker ici iris dans une variable que je vais pouvoir utiliser. Donc, par exemple, je vais l'appeler iris travail égale. Et je vois ici mon objet de type DataFrame, donc iris travail qui contient 150 observations de 5 variables. Si je déplie ici, je vois ici que mes 4 premières variables sont de type numérique et que ma dernière est de type facteur. Donc le type facteur, c'est un type qui ressemble très fortement à chaîne de caractères et pour la suite, on assimilera les deux. Si je fais ici un double clic sur iris travail, eh bien, je vois ici mon tableau qui apparaît. Alors, bien souvent, les bases de données de type DataFrame que l'on va utiliser, ce ne sont pas des bases qui existent de façon native dans R. Ce sont des bases qui existent dans un fichier tableur que l'on va vouloir lire. Dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est enregistrer nos données dans un objet de type CSV, donc comme je l'ai fait ici. Donc j'ai ici base.ods, un objet de type tableur, et base.csv, un objet de type CSV qui va être lisible par R. Alors, voici mon objet base. Donc, mon objet base est un objet qui contient 5 colonnes, C1, C2, C3, C4, C5. C1 va contenir des valeurs qui sont entières, C2 des valeurs numériques, C3 va contenir un petit peu de tout. On a du texte, on a des valeurs numériques, donc ce sera considéré comme étant du texte. C4 contient les valeurs vrai et faux, donc ça va être de type logique. Et C5 contient des nombres complexes. Si je veux convertir ce fichier base qui est au format ODS en un fichier lisible par R, eh bien, je vais enregistrer au format CSV. Donc pour cela, fichier,
enregistrer sous. Je vais conserver exactement le même dossier. Donc, le dossier dans lequel se situe mon travail R, et au lieu de l'appeler base, au format ODF, je vais choisir le format texte CSV et je vais choisir donc le nom, par exemple, base R, qui sera en fait le nom que je vais utiliser. J'enregistre, je choisis donc le format texte CSV. Jeu de caractères, je choisis ce qu'il y a par défaut. Séparateur de champs, je fais bien attention à mettre ici un point-virgule et non pas la virgule comme vous pouvez peut-être avoir. Séparateur de chaîne de caractères, je laisse les guillemets et je valide. On voit ici que maintenant on est sur le fichier CSV base R.csv. Mon fichier base R.csv, alors je peux l'ouvrir avec le tableur. Donc ici, je vais choisir comme séparateur donc soit la tabulation, soit le point-virgule. Donc j'ouvre mon fichier, ou alors mon fichier, je peux aussi l'ouvrir donc avec le bloc-notes. Et donc il apparaît de cette façon-là. Donc on voit que c'est un fichier qui contient uniquement du texte et les champs sont séparés par des points-virgules. La virgule est notre séparateur décimal. Nous allons importer les données de ce fichier CSV et les mettre en mémoire dans une variable que je vais appeler df. Donc pour ça, j'utilise la fonction df égale read.csv. Et donc il y a ici deux fonctions pour lire des fichiers CSV, donc read.csv et read.csv2. Read.csv, si on regarde, sep, c'est le séparateur de champ, c'est la virgule, et dec, le séparateur décimal, c'est le point. Donc ça, c'est très adapté lorsqu'on a des données au format anglo-saxon. Pour des données au format francophone, eh bien, il faudra remplacer sep par point-virgule et dec par virgule. Autre façon plus rapide, on utilise read.csv2 qui est conçu pour les données au format francophone où le séparateur de champ, c'est le point-virgule et le séparateur décimal, c'est la virgule. Ici, df égale read.csv2, entre parenthèses, le fichier, son nom, entre guillemets, c'est base r.csv. J'exécute et je vois ici mon fichier df qui apparaît. Si je déplie, je vois ma colonne C1 qui est de type entier, ma colonne C2 qui est de type numérique, ma colonne C3 qui est de type texte, ma colonne C4 qui est de type logique et ma colonne C5 qui est de type complexe. De la même façon, si je fais un clic ici sur DF, eh bien, je vois mon tableau qui vient ici s'intégrer. Voilà donc pour les différents types de structures. On a vu ici vecteurs et data frame. On les utilisera abondamment dans les vidéos qui vont suivre. Et pour les types d'objets, eh bien, on utilisera essentiellement les types entiers et nombres pour du numérique. Logique, on l'utilisera de temps en temps et chaîne de caractères, on l'utilisera également de temps en temps.